Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. La grossesse, c'est le bouleversement d'une vie, mais aussi d'un corps. La peau, les cheveux, les ongles, tout se transforme quand on devient maman. Très vite, on voit son corps changer, son ventre s'arrondir. Ce moment magique pour certaines est parfois difficile à vivre pour d'autres, tant leur corps se trouve changé et le regard des autres avec lui. Après l'accouchement, les femmes conservent les marques de leur grossesse, visibles de l'extérieur ou plus intimes. Pour parler de ce sujet un peu ignoré voire tabou, nos invités sont Marion Codino, kinésithérapeute à Paris, et Rebecca, plus connue sous le pseudo Journal d'une maman, qui nous livrera son témoignage et ses appréhensions face à sa nouvelle grossesse. Donc Marion, est-ce que tu peux déjà nous parler de ton parcours et nous expliquer en quoi consiste ton travail auprès des femmes ? Oui, alors mon parcours au niveau des études déjà, donc je suis passée par la première année de médecine, qui est commune aux études de santé, médecine, dentaire, sage-femme, kinésithérapeute, et à ce moment-là, donc il faut choisir un petit peu sa spécialisation. Et c'est vrai que à la base, j'étais très portée sur le soin à la personne, aider les patients, et j'avais un côté aussi, j'aimais le sport, donc je connaissais déjà moi-même très bien mon corps. Et c'est vrai que du coup, je me suis orientée vers la kinésithérapie parce que c'est important, je pense, en tant que thérapeute, d'avoir déjà un bon ressenti. Et notamment quand on est une femme, il y a des choses qui sont différentes des hommes. Et je pense que d'être spécialisée déjà dans le corps de la femme en ressentant nous-mêmes les différents impacts qui peuvent y avoir, c'est hyper intéressant, d'autant plus qu'il y a très peu de spécialistes en France dans ce domaine. Donc ça s'est fait un peu au hasard par rapport au concours, forcément, mais au final, le destin a très bien fait les choses et je me suis retrouvée du coup en kinésithérapie et j'ai eu mon diplôme qui est commun aux études de kiné en France. Et tout de suite après le diplôme, j'ai fait des formations spécialisées, vraiment dans les premiers mois après le diplôme, spécialisées autour de la femme, notamment le premier degré pour prendre en charge une femme en post-accouchement. Donc toi, en fait, du coup, tu prends en charge les patientes, bien sûr, en post-accouchement, mais aussi pendant la grossesse. Ouais. Voilà. Donc en fait, la prise en charge, elle ne commence pas en post-accouchement. Le mieux, c'est de pouvoir prendre en charge une patiente au début de sa grossesse. Et malheureusement, ça correspond à très, très peu de patientes parce qu'elles pensent que la rééducation post-accouchement, la rééducation du périnée, elle commence en post-accouchement alors qu'elle aurait dû être commencée pour préparer en fait le passage de ce bébé par voie basse, le port du bébé pour la grossesse. Le périnée, déjà, il prend un petit coup. Ouais. Donc malheureusement, si on faisait plus de prévention et on travaillait un peu plus le périnée à cette période, on aurait aussi des séquelles qui seraient moins importantes et des rééducations qui seraient moins lourdes pour certaines patientes. Ouais. Donc malheureusement, on parle du périnée en post-accouchement, alors que si c'était fait en pré-accouchement, on aurait des super résultats sur le long terme. Oui, c'est vrai que déjà, rien que le périnée, je trouve qu'on en parle très peu. Moi-même, quand j'ai été enceinte, c'est vrai que ma sage-femme, moi j'avais un projet d'accouchement à domicile, et c'est vrai que du coup, j'avais une sage-femme que je consultais très régulièrement. Et un jour, elle me dit, bon voilà, il va falloir commencer les massages du périnée. Tout à fait. Et là, mais moi, je l'ai regardée avec des grands yeux, l'air de dire, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette zone ? Moi, le périnée, en fait, je connaissais de nom parce que j'ai fait de l'équitation pendant très longtemps. Ouais. Et que, voilà, souvent, on disait, voilà, c'est important de serrer son périnée sur certaines postures et tout. Je me souvenais de mon gynéco qui m'avait dit, vous êtes fait pour faire des enfants, vous avez un périnée très musclé. Bon, voilà, mais pas plus, quoi. J'en avais jamais entendu parler autre que ça. Et donc, c'est vrai que je trouve qu'on entend très peu parler de tout ça. Et moi, j'avais du coup une question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut préparer son corps à la grossesse et à ces changements ? Oui. Alors déjà, le périnée, c'est très dommage. La plupart des patientes en entendent parler après l'accouchement. Donc, la première question à poser à une patiente, c'est qu'est-ce que c'est que le périnée pour vous ? Et là, on se rend compte qu'il y a un gros souci d'éducation. Et donc, souvent, les patientes, soit ne savent pas du tout ce que c'est le néant, soit elles pensent que c'est une petite membrane qu'il y a au niveau du vagin.
Alors que Là, c'est c'était bien mon plus cas. grand. Voilà, souvent c'est ça. Hein. Ouais. Ou alors, elles savent que c'est quelque chose qui est assez gros, mais elles ne peuvent pas trop l'identifier. À quoi ça Elles ne le sert? visualisent pas. Et souvent, elles en ont entendu parler par leur professeur de yoga ou de pilates. Mais ce n'est pas non plus le professeur de yoga ou pilates qui vous explique comment rééduquer votre périnée. Donc, il y a un peu un gros problème en France sur la prévention et l'éducation. Parce qu'on n'a pas vraiment un intermédiaire, une personne qui s'en occupe. Donc, en fait, c'est un peu notre rôle par intermédiaire de médias et des réseaux qu'on doit en parler. Mais du coup, le périnée, on ne devrait pas en parler qu'à ce moment-là. Ouais, Il faut le préparer pour le sport, pour avoir une bonne grossesse et pas subir les impacts en fait d'une absence de conscience du périnée. Et en fait, les principaux problèmes liés au périnée, donc les fuites urinaires, le premier facteur en fait qui rentre en cause, c'est le manque de prise de conscience. Ce n'est pas du tout la grossesse, c'est pas forcément le sport. Souvent, c'est juste parce que la patiente n'a pas pris conscience de ce muscle dès l'adolescence. Ouais. Donc c'est vrai qu'on en parle très peu, mais du coup, c'est la question qu'on se pose, parce que moi, quand j'en parle autour de moi, même certaines femmes autour de moi qui ont plusieurs enfants m'ont dit « Oh, mais la rééducation du périnée, c'est pas indispensable. » Et ça, malheureusement, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des gynécologues qui le pensent. Ah oui. Et ça, c'est aussi un souci. Il faut savoir que la rééducation du périnée, quand on a un premier enfant, que ça s'est bien passé, qu'on a une bonne conscience de son corps, qu'on récupère bien, il y en a certaines pour qui ça passe un peu à la trappe, la rééducation. Mais il faut savoir qu'une patiente qui a eu un accouchement par césarienne et un accouchement par voie basse, pour un premier enfant, on va avoir beaucoup moins de séquelles si c'est une césarienne. Mais si on a 3 accouchements par voie basse et 3 accouchements par césarienne, les risques de fuite urinaire sont les mêmes. Parce qu'on a porté, pour les 2 cas, 3 fois un bébé pendant 9 mois. Donc le périnée, il faut toujours la faire, cette rééducation. Peut-être qu'elle ne va pas se faire dans l'immédiat pour quelqu'un qui a une césarienne, premier enfant, tout s'est bien passé. Mais tôt ou tard, il va falloir la faire correctement parce que pour tout le monde, il y a un vieillissement des tissus. On va tout porter tout le long des années nos organes. Et on va avoir un relâchement cutané qui est normal, un relâchement des tissus. Et après, on va avoir quelque chose qui s'appelle la ménopause, qui va relâcher un bon coup, tout ça. Et le problème de celles qui n'auront rien fait en amont, ni périnée, ni abdos profonds, parce qu'il faut quand même savoir qu'on parle beaucoup du périnée, mais celles qui ne finissent pas la rééducation par l'abdomen profond, il manque pour moi la moitié de la rééducation. Parce qu'on soutient le périnée en dessous, on soutient les organes en dessous, mais on soutient aussi les organes devant grâce aux abdos. Donc c'est les 2 à faire. Et malheureusement, sur le long terme, on peut avoir des risques de descente d'organes. Pour celles qui n'auront pas du tout travaillé ces zones de soutien. Et malheureusement, une descente d'organes, on ne peut pas remuscler les ligaments qui tiennent les organes. À partir de quand et à qui est-ce que les femmes peuvent s'adresser pour effectuer leur rééducation? À quel moment et jusqu'à quand est-ce qu'on peut la faire? Oui. Alors, soit on se renseigne pour prendre rendez-vous avec un kinésithérapeute qui est spécialisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les kinésithérapeutes ont le droit de prendre en charge des patientes alors qu'ils ne sont pas formés. Donc ça va être le plus gros du travail, en fait. Ça va être de trouver la bonne personne. Parce que je sais qu'à Paris, déjà, c'est difficile. Alors imaginons quelqu'un qui est en province ou en banlieue, c'est vraiment le parcours du combattant. Donc il faut demander à son gynécologue qui y conseille comme thérapeute et soi-même se renseigner si le thérapeute a bien suivi des formations. Donc soit un kinésithérapeute qui a été formé, car dans notre cursus général, il n'y a pas de formation périnée, il faut le savoir, mais ce n'est pas interdit. Donc c'est pour ça qu'on se trouve avec des patientes qui font 10 séances de rééducation avec une sonde toute seule dans un coin. Donc ça, il faut faire attention, on se renseigne, est-ce que mon kiné, qui a accepté de me prendre en séance, est bien formé? Ou alors, on cherche avec une sage-femme qui est très spécialisée sur la sphère déjà périnée, et on prend rendez-vous donc avec l'un des 2 thérapeutes, sachant que la sage-femme aura peut-être moins le côté, par contre, rééducation abdo-tonique, travail de la posture, de la respiration, qu'aura un kiné qui a une prise en charge globale du corps. Donc la sage-femme, c'est très spécialisé sphère périnée. Des fois, je vois des patientes, c'est pas suffisant. Il manque le côté global, abdos, respiration, etc. Donc l'un des 2. Mais il faut se renseigner et c'est ce qui prend le plus de temps. Donc la rééducation, si on a eu une césarienne, elle peut se commencer plus tôt. On peut commencer à partir de 3 semaines post-accouchement. Je dis bien à partir, on ne va jamais chez le kiné avant ces 3 semaines. C'est vraiment celles qui vont se sentir prêtes et qui doivent reprendre le travail peut-être un peu plus rapidement. On peut y aller à partir de 3 semaines post-accouchement. Quelqu'un qui a accouché par voie basse, on attend au moins 6 semaines avant d'aller prendre rendez-vous.
Après, il n'y a pas un timing parfait, tout le monde est différent. Il y en a qui vont devoir reprendre le travail plus vite, donc il va falloir faire la rééducation un peu plus accélérée et un peu plus rapidement. Alors que quelqu'un qui aura peut-être un congé plus long, peut-être prendre le temps de récupérer, d'être moins fatigué, de prendre ses marques avec le bébé, parce que c'est quand même une rééducation, il ne faut pas faire une séance toutes les 3 semaines, il faut y aller motivé. Donc il faut prendre le temps de la faire correctement. Il y en a, elles ne vont pas la commencer avant 2 mois, d'autres 3 mois. Donc c'est vraiment, déjà, c'est son propre ressenti. Est-ce que je suis prête à le faire sérieusement, je suis motivée, Est-ce que je dois reprendre le travail? Et dans ce cas-là, c'est peut-être difficile de jongler avec les deux, sachant qu'on a aussi un bébé en plus à s'occuper. Mais en tout cas, il n'y a pas une période parfaite. C'est en fonction de sa fatigue, son ressenti, sa reprise du travail. Et on essaye de faire en sorte de la faire. Après, si on l'a fait dans 1 an ou 2 ans après, on ne sera pas inefficace. Moi, j'ai soigné des patients à 95 ans avec fuite urinaire. Et ça a marché. Très bien. Seul problème qu'elles avaient, c'est qu'elles n'avaient pas pris conscience qu'elles avaient un périnée, donc elles ne l'ont jamais utilisé. Donc, des patients qui nous appellent 1 an après nous disant « Est-ce que ça sert encore à quelque chose que je la fasse ?» Oh oui. Tu me rassures parce que bien moi, sûr que oui. Je dois avouer à notre micro que je n'ai pas fait les choses correctement. C'est vrai. Et que mon petit loup a déjà 14 bras. Donc, après, il y a un dernier paramètre à prendre en compte, c'est que quand on allaite, on va garder l'hormone, la relaxine qui a relâché les tissus pour permettre le passage du bébé par voie basse. On va la rejeter un peu plus lentement quand on allaite. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui va allaiter, elle aura un relâchement des tissus qui va durer un peu plus longtemps. Donc, une tonicité qui va reprendre un peu plus... elle va reprendre sa tonicité, en fait, de manière un peu plus tardive que quelqu'un qui n'allaiterait pas. Donc, la relaxine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'évacue à peu près en 3 mois post-accouchement quand on n'allaite pas. Et à peu près 5 mois post-accouchement quand on allaite. D'accord, même si on continue à allaiter, parce que moi, par exemple, j'allaite toujours. Voilà, c'est vraiment, il faut partir sur ces dates. Donc, par exemple, quelqu'un qui allaite, au bout de 5 mois, la relaxine va commencer à vraiment s'évacuer. On ne lui fait pas reprendre la course à pied, même si elle a fait toute sa rééducation du périnée et des abdos, avant ces 5 mois. Donc, il faut vraiment prendre en compte le travail, le fait qu'on allaite, sa fatigue, sa motivation, et on commence la rééducation 1 à 2 séances par semaine. Et on voit en fonction de s'il y a besoin de 10 séances, 15 séances, 20 séances. Mais il faut le faire sérieusement. C'est juste ça. Il faut être motivé. Il faut être motivé. C'est vrai qu'on voit de plus en plus, d'appareils de rééducation à domicile. Sur le marché, il y en a de plus en plus. Oui. Est-ce que tu penses que ça peut remplacer une rééducation avec un professionnel? Non. Alors, justement, c'est très bien qu'on parle de plus en plus des petits accessoires qu'on peut utiliser pour le périnée, parce que du coup, on parle du périnée enfin. Par contre, ce sont des objets, des accessoires qui sont là pour perfectionner une contraction qui est déjà très bonne. C'est vraiment comme si on utilisait des grosses haltères, mais il faut déjà faire les exercices correctement. D'accord? Donc, certains accessoires sont très bien, d'autres ne sont pas forcément très adaptés à tout le monde et ils peuvent mettre aussi en situation d'échec certaines patientes. Donc ça, c'est très bien ces petits accessoires pour continuer une rééducation à la maison un petit peu ludique, mais ça ne remplace pas une rééducation du périnée où on est corrigé par un thérapeute. Donc pareil, attention, si vous allez chez un thérapeute qui vous met dans un coin toute seule avec une sonde, c'est à vous de savoir, est-ce que j'ai bien choisi le bon thérapeute? Est-ce que je ne perds pas mon temps? Et est-ce que tu peux nous décrire une séance de rééducation périnéale comme tu la pratiques? Parce que je crois qu'il y a plusieurs façons de pratiquer. Comment toi, est-ce que tu fais? Alors déjà, une première séance, ça passe par un très long bilan oral avec la patiente, parce qu'on ne se doute pas qu'il y a certaines choses de la vie quotidienne qui peuvent augmenter les problèmes de périnée, comme la constipation, qui touche beaucoup de femmes, malheureusement. Et il faut voir la constipation comme si on envoyait des pressions aussi fortes qu'un accouchement, mais sur le périnée postérieur, au niveau du sphincter de l'anus. Donc, il faut faire un bilan oral pour vraiment voir tout ce qui pourrait aussi être néfaste dans sa vie quotidienne et qui pourrait augmenter ces problèmes de périnée. Donc, il y a un grand bilan oral à faire au début et on fait un test du périnée. Donc, la première séance, c'est vraiment une séance test orale et test manuel de force du périnée. Donc, on ne commence pas vraiment à la rééducation du périnée à la première séance. C'est vraiment un gros bilan. Et ensuite, on commence la rééducation sur les séances suivantes en étant en position allongée, relâchée. Dès que la patiente commence à avoir une bonne prise de conscience du mouvement, ce qui n'est pas le cas pour toutes les patientes, là, on va commencer à passer en position assise, en position debout, à faire des exercices plus dynamiques. Mais en tout cas, il y a toujours une première phase de position allongée
Et après, on va vers la position en charge qui est plus difficile, mais qui est la plus importante vu que dans la vie quotidienne, on est en charge. Et quand on tousse, on éternue, on fait du sport, on est debout. On n'est pas allongé dans le lit. Donc, il ne faut pas être la championne du périnée allongée, il faut être la championne du périnée debout. Mais dans ce cas, il faut quand même passer par des étapes pour avoir une bonne perception. Oui, on va devenir championne du périnée. J'adore. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fini ce périnée, l'idéal, c'est de faire la rééducation abdominale. Mais pareil, ce n'est pas évident de trouver des bons thérapeutes qui la pratiquent. Donc, il faut aussi avoir des notions de ce qui est bien ou pas bien quand on fait des abdos. Et oui, parce qu'on voit beaucoup, surtout avec tous les programmes sportifs qui se développent, le côté, les abdos crunch, là, on est tous... Exactement. Et malheureusement, des fois, je vois sur Instagram des nanas qui sont suivies par des millions et des millions de femmes et qui font des exercices abdominaux qui sont catastrophiques, certains. Pour le périnée, pour le faire sortir le ventre, et d'autres même qui le pratiquent en étant enceinte. Ouais. Et là, on est même néfaste et il y a un problème au niveau médical sur certains Instagram qu'on peut voir. Et malheureusement, comme ce ne sont pas des personnes qui sont thérapeutes, il n'y a pas un ordre, il n'y a pas un organisme qui vient réguler ce qu'elles peuvent mettre dans leur contenu. Mais certaines, on est à la limite du néfaste, en fait, au niveau abdominal. Donc, il faut avoir un petit peu d'éducation sur ça aussi. Et puis un regard critique aussi sur ce qu'on exactement. voit. Alors, petite question, est-ce que cette rééducation, elle est prise en charge au niveau de la sécurité sociale pour les jeunes mamans? Oui, alors en France, on a la chance d'avoir un remboursement par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, on est vraiment avantagé par rapport même à des pays très développés. Donc, on peut bénéficier d'un remboursement, que ce soit en pré-accouchement ou en post-accouchement. Ou même si vous avez besoin d'une rééducation du périnée sur du très long terme, pour des fuites urinaires qui seraient arrivées même 10 ans après votre accouchement, du moment que vous avez une ordonnance de votre médecin généraliste ou votre gynécologue indiquant que vous avez besoin de rééducation périnéale, vous aurez le droit à un remboursement de la Sécu. Donc, même si vous avez dépassé le stade de les mois post-accouchement, vous avez le droit à cette rééducation tout au long de la vie et elle est remboursée à partir du moment où vous avez une ordonnance de votre médecin. Est-ce que tu constates une différence sur les patientes, même au niveau, je dirais même psychologique, chez les femmes qui suivent une rééducation périnéale? Alors moi, la grosse différence que je vois, c'est entre les femmes qui ont subi une césarienne en urgence et une césarienne programmée. Souvent, celles qui ont subi une césarienne qui n'était pas programmée en urgence, qui ne sont pas préparées mentalement à ne pas coucher par voie basse, on voit un petit rejet. Un peu une sensation qu'elles ont raté l'accouchement, qu'elles ne peuvent pas toucher leur cicatrice, alors qu'il faudrait justement la manipuler pour qu'elle s'assouplisse. On a une petite différence au niveau psychologique chez ces patientes-là. Après, pour celles qui ont accouché par voie basse, celles qui auront eu des grosses déchirures, épisiotomie et surtout l'utilisation de forceps. Là, on peut avoir des dégâts au niveau psychologique et physique qui sont très importants. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer ce périnée, parce que si ces femmes-là avaient travaillé le stretching du périnée en pré-accouchement, on n'aurait pas eu des déchirures aussi importantes ou des épisiotomies qui n'étaient pas forcément nécessaires. Donc c'est important de préparer ce périnée parce qu'on évite des très très gros traumatismes qui peuvent aussi mettre des années à cicatriser, malheureusement. C'est vrai qu'on est encore dans un pays, je crois, qui a un taux quand même assez important, même d'épisiotomie. Et à contrario, on n'éduque pas forcément justement les femmes, comme on disait, à prendre conscience de ce qui va se passer aussi pour leur corps et les traumatismes que ça peut engendrer. Donc non, c'est très important et c'est bien qu'on en parle. Moi, j'avais une dernière question, je ne sais pas si tu pourras me répondre, mais c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui dépensent des centaines d'euros dans des crèmes anti-vergéture, parce que c'est un vrai business, la grossesse, il ne faut pas se le cacher. Est-ce que tu penses que ça peut être utile, toi, avec ton regard de thérapeute? Alors, on parle beaucoup des crèmes. Donc ça, c'est une hydratation qui est externe. Donc, il y a 3 choses qui vont être importantes pour ne pas avoir de vergeture. Ok, avoir une bonne crème hydratante. Par contre, dépenser des 1000 et des cents dans une crème, ça n'a aucun intérêt. Il faut prendre une huile ou une crème qui est pas forcément hors de prix, mais qui va bien pénétrer au niveau de la peau. Une huile, une crème ou des gels d'aloe vera, qui sont très bien. Donc ça, c'est qu'une première partie, en fait. C'est que l'hydratation externe. Si on ne veut pas avoir de vergeture, il va falloir travailler aussi l'hydratation interne en buvant beaucoup d'eau. Et malheureusement, s'il y en a un des deux qui est un petit peu mis de côté, on risque d'avoir des vergetures. Oui. Le 3e paramètre, et ça on ne peut rien y faire, c'est quel est l'état de notre collagène élastine.
Donc si déjà on sait qu'on n'a pas une bonne qualité de peau, malheureusement certaines qui font tout bien au niveau hydratation auront quand même des vergitures, notamment celles qui vont prendre beaucoup de ventre d'un coup et la peau n'est pas assez élastique pour tenir en fait la prise de volume qui est importante, et donc malheureusement elles risquent d'avoir des vergitures même si elles ont tout bien fait. Mais c'est vrai que si on veut déjà faire de la prévention au niveau de la peau, c'est hydratation interne, boire de l'eau de manière constante dans la journée, pas le 1,5 litre en 2 fois dans la journée, constante, et hydratation externe par une crème, par une huile, par un gel, mais ne pas dépenser des milliers et des cents là-dedans. Ça n'a aucun intérêt. Surtout, ne pas culpabiliser. Voilà, si on a des vergitures, moi je sais que je buvais beaucoup d'eau, j'ai bu toutes les huiles possibles, j'ai massé tous les soirs, etc. Et j'ai eu beaucoup de vergitures. Et en fait, quand j'en ai parlé autour de moi, et notamment même à mon gynéco, au niveau des hanches, même des dos. Et mon gynéco me disait, mais des fois ça se passe tellement profondément dans la peau et c'est tellement lié aussi à la génétique qu'en fait il y a une grande part de génétique. On n'en parle pas assez, on nous vend beaucoup de crèmes, etc. Mais surtout ne culpabilisez pas, si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis c'est les jolies marques de cette belle aventure. Et c'est vrai que les vergitures, quand elles sont très récentes, on peut en récupérer une partie justement en post-accouchement, en faisant un peu de palpé roulé, de massage drainant, on stimule la peau. Donc, il ne faut pas hésiter à se masser le ventre assez fortement, les cuisses avec de la crème, faire du palpé roulé, parce que des fois, il y a des personnes où on se dit, bon, là, il y a du boulot, ça, on ne va peut-être pas rattraper. Et quand on persiste sur plusieurs mois, moi, je vois des patientes qui ont eu 4 enfants, 5 enfants de 45 ans, qui ont des peaux qui sont un peu moins élastiques, et on récupère. Donc, il ne faut pas se dire que c'est impossible à récupérer. Elles sont très récentes, ces vergitures, donc des fois, en faisant un travail de massage palpé roulé sur ces zones, on peut en récupérer une partie. C'est pas complètement fichu. Non, et puis surtout, c'est vrai que moi, je sais qu'avant la grossesse, j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux, mais j'étais beaucoup plus critique avec mon corps que maintenant, alors que j'ai jamais eu le corps autant marqué que maintenant. Mais parce qu'en fait, je pense que ça passe aussi par beaucoup de psychologique et par le fait que c'est bien aussi d'apprendre à s'accepter, à accepter son corps tel qu'il est. En tout cas, merci beaucoup Marion pour toutes ces informations, et le petit mot de la fin, je crois que ce serait de renseignez-vous sur votre périnée et sur une bonne prise en charge, parce que c'est très important. Becca, est-ce que déjà tu peux nous parler du rapport que tu entretenais avec ton corps avant d'être maman ? Ouh là là. Alors, avec le recul, je me rends compte de la chance que j'avais d'avoir un corps athlétique et tonique. Mais j'étais complexée. En fait, comme toutes les jeunes femmes de notre société, on n'est jamais assez bien, on passe trop de temps devant les écrans à regarder les corps photoshopés. Du coup, j'ai été complexée. Mais en vérité, avec le recul, j'étais vraiment bien foutue. Ouais. Et en fait, c'est vrai que tu avais un regard déjà critique un peu sur ton corps. Complètement. Je voyais des défauts là où il n'y en avait pas. Ouais. Et du coup, quand tu es tombée enceinte, pour la première fois, tu avais 27 ans, donc d'une petite fille qui s'appelle Eliora. Est-ce que tu avais des appréhensions particulières sur les changements qui allaient pouvoir être vécus par ton corps ? J'étais pas prête. C'est-à-dire que je pensais que la grossesse ne touchait que le ventre de la future mère. Personne ne m'avait parlé des changements possibles. Et c'est en tombant enceinte que j'ai découvert tout ça. Et ça a été anxiogène. Je me rappelle que tous les jours, je regardais plusieurs fois par jour, même mon ventre, pour vérifier qu'il n'y avait pas de vergetures. Et je me rappelle quand j'ai découvert les 2 premières vergetures, qui étaient en plus extrêmement violentes, on va dire, parce qu'elles devaient mesurer 2 cm de largeur sur 5 cm de longueur sous mon ventre. Je me rappelle, mais j'ai fondu en larmes parce que j'avais déjà le bassin qui s'était élargi. Assez rapidement, d'ailleurs, dès le départ de ma grossesse. Et je me rappelle m'être dit, mais ça y est, c'est fini, en fait. C'est beau de porter la vie, c'est magnifique, je suis heureuse, mais je suis détruite physiquement. Ouais. C'est vraiment tout de suite, j'ai eu l'impression de perdre quelque chose pour gagner autre chose, on est bien d'accord, mais j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon identité de femme, en fait. Oui, tu voyais ton corps se transformer. Et c'est vrai qu'au début, en plus, les vergetures, moi, je me souviens, elles sont très violettes ou rouges, très inflammées. Et c'est impressionnant, en fait. On n'a pas l'habitude de voir son corps. Et personne nous en parle, en fait. On a tellement l'impression de voir le corps des femmes tout lisse, tout, comme tu dis, photoshopé. On s'y attend pas, en fait. Ah non, pas du tout. Vraiment. Et puis, en fait, il n'y a pas eu que le ventre. Moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était la rétention d'eau, par exemple.
Et quand je me suis retrouvée à passer de chevilles fines à des grosses chevilles gonflées par l'eau, je ne comprenais pas. Mes jambes sont devenues complètement différentes des jambes que j'avais avant. En fait, à un moment donné, j'ai arrêté de me regarder dans le miroir. Mon ventre s'est zébré, mais alors vraiment de haut en bas. Le corps médical ne m'a pas du tout aidée parce que quand je montrais mon ventre, les médecins, quand ils le voyaient pour la première fois, avaient une réaction genre « Ah ouais, vous n'avez pas été loupé, quoi ». Oui, il n'y avait pas de soutien. Est-ce qu'on t'a mis aussi la pression sur le poids que tu devais prendre ou pas prendre ? J'en ai pleuré. J'ai eu un obstétricien horrible à partir de mes 6 mois de grossesse qui m'avait été conseillé par un membre de ma famille parce qu'il était très réputé. Mais d'un point de vue psychologique, c'était un homme. Donc déjà, même si j'avais pas d'a priori, aujourd'hui, je pense que je préfère être suivie par une femme pour des questions en fait de ressenti. C'est qu'il pourra jamais savoir ce que ça fait d'être enceinte. Et il m'a mis une pression dingue et à chaque fois, je pleurais dans le cabinet parce qu'il me disait que j'étais trop grosse et que je devais pas craquer, manger n'importe quoi. Sauf que je mangeais de la salade. Je mangeais très peu et je m'autorisais juste un pépito de temps en temps. Mais je faisais beaucoup de rétention d'eau finalement et il m'en a jamais parlé en fait. Ouais, donc toi tu culpabilisais alors que tu mangeais ça. Je veux dire, à outrance et en fait tu savais pas en fait ce qui était en train de se passer dans ton corps. Non, je savais pas du tout. Je comprenais rien. Ouais, et lui t'as pas... Non, il m'a complètement enfoncé pour le coup. Et comment est-ce que toi, tu as vécu cette première grossesse psychologiquement, mais aussi physiquement ? C'est-à-dire, est-ce que tout ça, ça a joué sur aussi la manière dont tu as vécu tu vois, cette première grossesse, le lien avec ta fille ? Est-ce que ça a joué sur ton moral ? Ça a beaucoup joué sur mon moral au départ. Et en fait, il y a eu un moment de résilience où j'ai trouvé une certaine forme de paix en me disant « Si moi, je ne suis pas apaisée, mon enfant ne le sera pas non plus ». Du coup, j'ai passé beaucoup de temps seule aussi puisque j'ai été arrêtée très tôt. À 2 mois et demi de grossesse, j'ai été arrêtée puisque j'ai eu du coup une grossesse à risque. Et là, dans ces moments-là, j'ai tout fait pour trouver la paix et m'occuper et penser à autre chose que les changements physiques et le mal-être physique que je ressentais. Mais du coup, ça m'a aidée dans ma vie de maman, mais pas dans mon développement en tant que femme qui devient mère, en fait. Est-ce qu'au moment où tu as senti ton bébé bouger, où tu as pu créer un lien avec ton enfant, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ? Parce que c'est vrai qu'au début, on voit son corps changer, on se sent mal, mais en plus, on ne peut pas le dire, c'est presque pas visible. Donc c'est hyper frustrant, moi, je trouve. C'est très, très frustrant, effectivement. Je l'ai revécu là, pour la 2e fois depuis 2 mois et demi. Et c'est vrai que c'est un moment où on est seul, parce que même si on partage avec son conjoint ou ses parents, on reste seul parce qu'on est si on le dit pas, personne le sait. Ça se voit pas forcément. Et en fait, ce qui s'est passé avec la grossesse d'Eliora, c'est que j'ai vraiment juste arrêté de me regarder. Et je me suis concentrée sur ce qui se passait à l'intérieur plutôt que sur ce qui se passait à l'extérieur. J'ai considéré que le plus important, c'était elle et notre relation à venir et même celle qu'on entretenait déjà quand elle était dans mon ventre. J'ai complètement laissé tomber le côté, on va dire, enveloppe charnelle. Je me suis considérée peut-être de façon sauvage comme un contenant. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu étais à la recherche, par exemple, tu vois, de la meilleure crème contre les vergetures ? Est-ce que c'était une préoccupation pour toi à ce moment-là ? Est-ce que tu t'es dit, tu t'es laissé, entre guillemets, happer par le marketing, par le côté, il faut absolument que j'ai le meilleur produit ? Parce que moi, je me disais, mais il doit bien y avoir la crème miracle. Enfin, on est vite, en fait, confronté à ce que la société veut nous vendre. Hein. J'ai eu pas mal de chance parce qu'à ce moment-là sortait la fameuse huile miraculeuse. Mais avant de tomber sur cette huile qui coûte un œil clairement, surtout quand j'avais un ventre énorme, quoi. J'avais une grosse surface à couvrir. Mais c'est vrai que j'avais essayé beaucoup de choses, j'avais regardé les remèdes naturels. Et en fait, à chaque fois, tout ce que je voyais, c'était « il n'y a rien à faire Ouais, ». Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Ouais. Donc, j'ai quand même décidé de mettre cette huile qui, ma foi, a, on va dire, limité la casse, même si c'était déjà... terrible. Honnêtement, mon ventre, pendant la grossesse, il était tellement abîmé. Comme je disais tout à l'heure, les médecins, les sages-femmes, les personnes qui voyaient mon ventre étaient choquées. Je le cachais beaucoup. Hein, Est-ce que le regard de tes proches, de ton compagnon, mais aussi des proches en général, au-delà de l'équipe médicale, est-ce qu'il a changé ? Est-ce que ça t'a impacté ? C'est une question qui est un peu difficile parce que concernant Loïs, donc mon conjoint et le père de mes enfants,
lui, il avait vraiment le regard de l'amour et cette espèce de fierté aiguë de l'homme, c'est moi qui ai fait ça. Et j'avais l'impression que plus je grossissais, plus il était fier. Ouais, ma femme est enceinte et c'est moi le père. C'est ça, c'était trivial, quoi. Ouais. Ma mère, elle a toujours eu un regard critique envers elle-même d'un point de vue physique. Du coup, envers moi, c'était peut-être encore plus dur. Et donc, elle me faisait pas du bien là-dessus, donc je préférais pas en parler avec elle. Après, dans ma famille, ils ont tous les yeux de l'amour, on va dire ça comme ça, et ils disaient tous, bah, t'es belle, quoi. Ouais. Sauf que bah, nous, on sait que non. Mais du coup, là, pour ta deuxième grossesse, est-ce que tu en as parlé autour de toi? Est-ce que tu as des appréhensions en fait, pour cette nouvelle grossesse au niveau des changements de ton corps? Ou est-ce que justement, comme tu l'as déjà vécu, tu t'imagines que c'est plus facile? Pas forcément que c'est plus facile, mais disons que je suis préparée. Ouais. Je sais à quoi m'attendre, je sais comment ça va se passer et je sais ce que je vais pouvoir faire après. Je vais me concentrer sur l'après plutôt que sur le présent. Je vais bien évidemment utiliser des produits pour les vergetures et faire attention à mon alimentation comme je l'avais déjà fait pour la première, cela dit. Mais cette fois, c'est plus doux dans le sens où j'ai une gynécologue qui me suit, qui m'a aucunement parlé de mon poids, mais elle ne m'a jamais parlé de mon poids et ça a été un soulagement. Et on en a discuté d'ailleurs il y a 2 jours avec Loïs où il me dit et ton poids alors? Je suis même pas montée sur une balance, ouais. Je ne veux pas m'en occuper parce que pour moi c'est pas important. Tu as décidé vraiment de t'entourer aussi, j'imagine, de personnes bienveillantes. Et c'est peut-être un conseil qu'on peut donner aussi aux futures mamans qui nous écoutent. C'est vraiment de s'autoriser à changer de praticien, de gynécologue, de sage-femme, quand on sent que son regard n'est pas forcément bienveillant sur nous. Parce que, mine de rien, dans ces moments-là, on a besoin de soutien, en fait, et absolument pas d'être jugé ou voilà. Clairement, surtout, je dirais même surtout pour une première grossesse qui peut être une expérience traumatisante parce qu'on ne sait pas. Vraiment, on peut écouter les histoires des autres, se préparer. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne le sait pas. Et ne pas hésiter à changer de praticien et à s'entourer d'équipes médicales qui nous correspondent jusqu'à trouver les bonnes personnes qui nous suivront jusqu'à la naissance. Oui, de manière bienveillante. Au-delà des cicatrices visibles, entre guillemets, est-ce que encore aujourd'hui, des fois, tu y penses? Est-ce que ça fait encore partie de ta vie, on va dire, actuelle? Alors là, tu es à nouveau enceinte, mais on va dire entre les 2 grossesses, est-ce qu'il y a eu un moment où voilà, tu as accepté de vivre avec ton corps? Moi, je sais que j'ai aussi pas mal de vergetures, tu vois, sur le ventre, sur les hanches. Et il y a des jours où je les oublie et je pensais que ça n'arriverait pas et qu'à chaque fois que... Voilà. Et puis, il y a d'autres jours où tu ne vois que ça. Je pense que c'est un peu comme tout temps qu'on focalise sur quelque chose, on le voit. Et quand on arrête d'y penser, on ne le voit plus. Après, moi, il y avait quelque chose qui m'énervait, c'est qu'on me disait « Non, mais tes vergetures, c'est les cicatrices, c'est les marques du fait que tu aies donné naissance à ton enfant. » Et en fait, je n'ai pas besoin d'avoir de cicatrices pour savoir que j'ai donné naissance à mon enfant, puisqu'elle est là et que j'en prends soin tous les jours et que... c'est genre ma mission en tant que maman. C'est mon enfant et mon deuxième futur enfant. Donc, j'avais pas besoin de ça. Mais à partir du moment où j'en ai parlé, en fait, ça m'a libérée. Et je me suis dit que c'était pas une fin en soi et que c'était pas grave d'avoir des vergetures, même si physiquement, même si le physique touche le psychologique, je me suis dit, allez, on va juste se focaliser sur autre chose et ça va passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, moi, j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient « Mais tu vas voir, moi, j'étais beaucoup plus mince après ma première grossesse qu'avant. » Et j'ai pas fait la bonne pioche, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, on entend toujours un peu les histoires des autres. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que les personnes qui vivent ce genre de choses qui les racontent. Parce que celles qui ne vivent pas bien, tu vois, les changements de leur corps et tout, ont beaucoup plus de mal à en parler que celles pour qui tout va bien. Donc, on a un peu l'impression d'être seul à ce moment-là et de se dire, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive. Alors qu'en fait, non, il y a plein de femmes et il y a plein de femmes qui vivent beaucoup de changements pendant la grossesse. Et malheureusement, je trouve que c'est pas assez bien représenté dans la culture populaire, les médias, les réseaux. On a plus tendance à suivre un compte d'une personne qui a un corps tout lisse, tout sculpté, plutôt qu'une personne qui va s'assumer complètement et qui assume les cicatrices de sa vie, que ce soit dû à la grossesse ou à autre chose. Donc c'est à nous aussi de faire changer les choses et de parler de tout ça, et c'est bien qu'on libère la parole autour de tout ça aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un vrai tabou et j'en suis venue à me dire qu'on n'en parlait pas pour que les femmes continuent à faire des enfants, en fait. Ouais. C'était un complot national. C'est ça. Et est-ce que concernant la rééducation périnéale, c'est un sujet qu'on a abordé avec
on va le refaire. Concernant la rééducation périnéale, c'est un sujet qu'on a abordé au début de ce podcast avec Marion Codino. Est-ce que toi déjà, tu en as entendu parler pendant ta grossesse ? Est-ce que tu as été informée sur qu'est-ce que c'est qu'un périnée ? Voilà. Pour dire la vérité, j'ai entendu parler de mon périnée après mon accouchement. C'est juste complètement dingue. Genre, quand j'ai dit maintenant que j'ai accouché, c'est bon, je vais pouvoir me mettre au sport. Parce qu'évidemment, après le bourrage de crâne des magazines, je me suis dit non, il faut vite retrouver la ligne. Et alors que c'était pas du tout une priorité, on m'a dit tu peux pas tant que t'as pas fait ta rééducation du périnée. Et pour te dire, j'étais tellement pas au courant que j'ai demandé à mon pédiatre de me recommander quelqu'un. Oui. Parce que je ne savais pas à qui m'adresser, ni comment ça se faisait, ni à quoi ça ressemblait. Oui. C'est du coup, après, j'ai posé des questions à ma mère qui m'a dit ma chérie, c'est obligatoire. Et personne nous en parle. Personne nous en parle. Et c'est vrai que, comme on en parlait un peu plus tôt dans le podcast, on disait que pour moi, c'est une éducation qui est à faire même au moment de l'adolescence, au moment de... Voilà, c'est qu'est-ce que c'est qu'un périnée, à quoi ça sert, et qu'est-ce qui est en train de se passer pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Et donc toi, du coup, tu as entamé ta rééducation. J'ai entamé ma rééducation avec une sage-femme qui, je pense, n'a pas fini le travail parce que j'ai eu beaucoup de soucis par la suite et du coup, j'ai fait des exercices après de mon côté. J'ai fait une partie de la rééducation de façon manuelle et une autre partie de la rééducation de façon électronique avec une sonde et un espace d'écran, un truc, tu vois, un jeu. On se croirait dans Mario. C'était absolument horrible. C'est franchement pas du tout agréable. Mais c'est quelque chose de très important. Oui. Et j'en étais pas consciente. Je me disais pas que j'allais continuer à éternuer et me faire pipi dessus. Tu vois. Oui, et c'est un truc... Personne n'en parle, mais c'est hyper important. Et mine de rien, quand on trouve pas les bonnes personnes et on sait pas forcément à qui s'adresser aussi. À ce moment-là, en plus, tu viens d'accoucher. Je veux dire, il y a suffisamment de préoccupations auprès de ton petit. Pour peu que tu sois en train de mettre ton allaitement en place, pour peu que chacun trouve ses repères. Si en plus, on a ça et on est très très mal accompagné, informé. Donc, je suis complètement d'accord. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place dans ta vie pour, alors tu nous as un peu répondu, mais pour accepter et vivre avec ce nouveau corps et pour accueillir cette nouvelle grossesse aussi et être sereine finalement ? Oula. C'est une question qui est un peu complexe parce que je pense que c'est surtout ma fille qui m'a aidée à m'accepter. Déjà quand elle était petite, vu que je m'en occupais à temps plein et que je l'allaitais jusqu'à ses 1 an et demi, elle prenait la majorité de mon temps et du coup j'avais pas le temps ni la volonté de me pencher sur ce sujet. Quand j'ai arrêté d'allaiter justement, là j'ai décidé de faire un rééquilibrage alimentaire, mais vraiment par moi-même, pour moi-même, parce que j'étais seule à cette époque-là. Loïs avait un restaurant, donc il n'était pas du tout présent, le pauvre, j'ai envie de te dire, parce qu'il a raté plein de trucs trop chouettes. Mais du coup, ça me laissait le temps pour faire ce rééquilibrage alimentaire en adéquation avec mon enfant et l'éducation que je voulais lui donner. Voilà. Et en 6 mois, j'ai perdu 10 kilos. Ouais. Donc je me suis retrouvée à mon poids de départ, finalement assez facilement. Ça t'a aidé Ah ouais, ça m'a aidé. Ouais. Ça m'a permis de pouvoir me rhabiller en fait, parce que je savais plus m'habiller. Ouais, il y avait eu tellement de changements qu'en plus on a tellement un regard, je trouve, très critique sur notre corps que parfois on ne sait pas comment se mettre en valeur, faire avec ce nouveau corps en fait. Ouais, c'est ça, avant j'avais une taille très marquée, des petites hanches, et là je me retrouvais avec une taille moins marquée et des hanches beaucoup plus larges qu'avant, donc je ne savais plus quoi porter. Il avait été hors de question que je porte des tailles hautes avant grossesse, et après grossesse je ne voulais porter que des tailles hautes. Tu vois, c'est un peu... Et puis du coup tu sais plus, t'es perdu. Il faut apprendre à s'apprivoiser à nouveau. Et ne pas hésiter même à se faire aider, je pense, par des personnes qui sont là pour connaître les morphologies, comment se mettre en valeur, tu vois, même au niveau des vêtements. C'est important aussi par rapport au regard qu'on porte sur nous-mêmes, en fait. Et du coup, si toi, tu avais un message pour terminer, à faire passer à toutes ces femmes et futures mamans concernant les changements et l'acceptation du corps, qu'est-ce que ce serait ? De n'écouter personne d'autre que soi-même et de se faire confiance parce que les choses rentrent dans l'ordre, quoi qu'il arrive. Même si on n'est plus la même personne physiquement, on reste la même femme intérieurement et avec toujours un petit bonus qui est un enfant, donc un petit cœur en plus. Oui, c'est beau. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes et à nous faire tous vos retours. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.